Bonjour, donc je suis le docteur Hélène Vito, ORL dans le service du docteur Sauvager sur la Fondation Hôpital Saint-Joseph, et je vais vous parler aujourd'hui des vertiges, notamment d'origine ORL. Donc je vais commencer par quelques généralités sur les vertiges et le système de l'équilibre pour permettre de mieux comprendre à quoi correspond ce symptôme et les pathologies qui lui sont associées. Le système d'équilibration, en fait, c'est tout un système qui permet en fait de maintenir l'équilibre. L'équilibre, c'est une tâche qui est très complexe et qui nécessite la participation de plusieurs organes dans le corps. Ça nécessite la participation du système vestibulaire, qui est en fait une partie de l'oreille interne, du système visuel, via les yeux, tout ce qui est regarder l'environnement, et le système somatosensoriel, qui est en fait la sensation tactile et en fait de proprioception, c'est-à-dire de sensation du sol et de la façon dont sont positionnés les membres. Et ces trois informations sont intégrées en permanence par le cerveau, qui reçoit de toutes parts plein d'informations et joue en fait un grand rôle, un rôle de chef d'orchestre, qui va permettre de donner une notion globale de l'équilibre. Donc ce système d'équilibration, il a donc de nombreuses fonctions. Il permet notamment la stabilisation de l'image, puisque lorsque l'on bouge la tête, lorsque l'on court, lorsque l'on fait du vélo, lorsque l'on fait du cheval, il faut absolument qu'on puisse voir l'environnement de manière stable, parce que sinon on ne pourrait pas réaliser toutes ces activités, et c'est via le système vestibulaire et ce système d'équilibration et ces interactions avec les yeux qu'on peut avoir une bonne stabilisation de l'image. La stabilisation du corps aussi est possible grâce à ce système d'équilibration, car on ne pourrait pas, comme l'éléphant sur le ballon, pouvoir tenir sur un fil ou tenir sur un ballon si on n'avait pas un bon système d'équilibration qui intègre et les informations des pieds et la visualisation de l'environnement autour de nous, ainsi que les informations de gravité et de mouvement liés à l'oreille interne. Ça permet aussi d'avoir une conscience du mouvement, savoir que je tourne la tête à droite, mon cerveau dit je tourne la tête à droite, mais mon oreille confirme que je tourne bien la tête à droite. Et également tout ce qui est représentation de la place du corps dans l'espace et tout ce qui est organisation, planification des mouvements. Ça paraît assez étrange, mais en fait c'est vraiment l'oreille interne et ce système d'équilibration qui permet vraiment d'avoir une idée qu'on est à l'endroit où on est par rapport à l'espace où on est et qu'on va se déplacer vers la chaise, qu'on va faire demi-tour, qu'on est en train de conduire et qu'on va dépasser la voiture suivante. Donc vraiment ce système d'équilibration est très complexe. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'un vertige et d'où vient le vertige? Le vertige, ça vient en fait d'un mot latin de vertere ou alors vertigo. Il y a les deux étymologies qui existent, qui veulent dire tourner ou mouvement tournant. Et c'est donc en fait un symptôme qui donne l'illusion de mouvement du corps ou de l'environnement. On bouge pas, mais on a l'impression qu'on tourne, soit que nous on tourne, soit que la pièce tourne autour. Mais ça peut aussi donner des impressions d'ébriété ou d'instabilité. Dans la langue française, on a tendance à toujours donner le mot vertige pour tous ces symptômes qui sont pourtant assez variés et c'est assez différent dans la langue anglo-saxonne où on a vraiment différents termes, dizziness, vertigo, unsteadiness, qui vraiment correspondent chacun à des symptômes assez différents. Nous, dans la langue française, quand on dit vertige, on veut dire le grand vertige rotatoire vrai, on voit vraiment la rotation de l'environnement, mais on veut aussi dire une espèce de sensation de tangage, d'instabilité ou d'ébriété, mais aussi toutes les sensations de malaise de chute. Ça, c'est tout ce qui est symptômes vertige réels, mais en fait, on parle aussi de vertige, par exemple, dans le vertige des hauteurs. C'est-à-dire, on est sur un pont, on a peur de la hauteur et du fait qu'on perd un peu nos repères, et on appelle aussi ça vertige. Donc ça rend assez compliqué la description des symptômes auprès des patients qui arrivent tous en disant « j'ai des vertiges ». Et à partir de là, c'est à nous d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Et donc, comment un vertige arrive et comment un vertige comment ce symptôme se développe. En fait, quand on a des troubles de l'équilibre et des vertiges, c'est parce qu'en fait, il y a un problème de discordance et un conflit sensoriel entre ces trois grands systèmes de l'équilibre que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, le système visuel, le système somatosensoriel, notamment au niveau de la sensation des pieds, et le système vestibulaire de l'oreille interne. Les vertiges apparaissent quand ces trois sources ne donnent pas les mêmes informations et donnent donc des informations contradictoires. Si les yeux me disent que je suis en train de bouger, mais que ma tête ne bouge pas et que donc les oreilles me disent que je bouge pas, ça donne une sensation de vertige. Une sensation de vertige assez courante qu'on peut tous imaginer, c'est quand on est sur un bateau. Quand on a le mal de mer, on a l'impression que
tout ne va pas, qu'on est nauséeux, qu'on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde dans le bateau, on a l'impression que le bateau est immobile. Si on regarde à l'extérieur, on se rend bien compte que le bateau avance. Nos oreilles nous disent bah, le bateau avance et nos pieds nous disent le bateau tangue dans l'autre sens. Et donc, dans ce cas-là, les informations sont complètement contradictoires et c'est une des grandes situations qui donne une sensation de vertige. Après, bien heureusement, on est capable d'assimiler différemment ces informations et de pouvoir rester sur un bateau si on aime faire de la voile. Ensuite, je vais vous parler vraiment précisément de l'oreille interne qui est vraiment la spécialité de l'ORL. Et donc, je vais vous faire quelques rappels d'anatomie et de physiologie pour essayer de comprendre à quoi ça sert l'oreille interne dans l'équilibre et comment on peut l'explorer. Donc, en termes d'anatomie générale de l'oreille, il faut comprendre que l'oreille, c'est un tout petit organe qui est situé juste sous le cerveau, en arrière des yeux et en haut de la mâchoire. Et donc, il est complètement à l'intérieur, il n'est pas du tout visible, il est toujours très difficile de l'explorer puisque c'est que des moyens indirects que l'on a, puisque si on va aller faire une biopsie ou ouvrir l'oreille interne, on va complètement casser cet organe qui ne servira plus du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez enfoui à côté du cerveau. Il est en fait complètement contenu dans une cavité osseuse, mis à part à deux endroits qui permettent de faire des pistons de contre-pression parce qu'elle est remplie de liquide. L'os dans lequel est renfermée cette oreille s'appelle le rocher. On voit bien sur le schéma, on voit bien que le sac là qui est en gris marron, en marron au milieu, est complètement entouré d'os. Et donc, à l'intérieur de cet os, il y a comme un sac rempli de liquide, alors un peu biscornu le sac, mais c'est vraiment faut bien comprendre que c'est le même liquide qui circule dans l'ensemble de cette cavité, et il est composé de deux parties. Une partie qui est la cochlée. La cochlée, en fait, c'est l'organe de l'audition, c'est la partie qui est le plus en avant de l'oreille, et une partie de l'équilibre qui s'appelle le vestibule, qui est plus en arrière dans l'oreille. Ensuite, je vais vous expliquer exactement à quoi correspond le vestibule, puisque c'est le vestibule qui va nous donner des informations de l'équilibre. Il est en fait composé de deux grands types d'organes, les canaux semi-circulaires, qui sont Les canaux semi-circulaires, en fait, c'est comme trois anses de tasse qui sont accrochées au sac de l'oreille, et ils sont orientés, en fait, dans les trois plans de l'espace, qui nous permettent, en fait, de savoir exactement comment on bouge la tête dans tous les sens. Il y a en fait un canal antérieur qui est orienté comme cela, comme si je mettais les deux bras en avant. Il y a un canal postérieur qui est orienté plutôt vers l'arrière et un canal latéral qui est en fait pas tout à fait latéral puisque il est un petit peu incliné vers le haut. En fait, on dit qu'il est typiquement entre l'oreille et les yeux. À quoi servent ces canaux? Ils nous servent vraiment à savoir exactement comment bouge la tête. Et donc, en fait, le canal antérieur va nous donner des informations de quand on bouge la tête en avant. Le canal postérieur va nous donner des informations plutôt d'inclinaison et le canal latéral des informations de rotation à droite ou à gauche. Et donc en fonction des différents mouvements, on va faire bouger le liquide dans ces petites anses de tasse qui vont nous donner une information. Je bouge la tête à droite, en avant, sur le côté, à gauche, etc. Quand on fait des mouvements à très haute vitesse, il n'y a que l'oreille qui permet à la stabilisation de l'œil. C'est-à-dire que si je suis en train de fixer mon doigt, si je bouge très doucement la tête, ça va être que les yeux qui vont rester sur le doigt. Par contre, si je fais des mouvements très rapides, au-delà de 100 degrés par seconde, c'est vraiment que l'oreille qui permet de stabiliser l'œil sur le doigt. Et donc, du coup, c'est un des moyens qu'on a, nous, pour réussir à voir si ces canaux semi-circulaires fonctionnent. Et j'expliquerai tout à l'heure le test qui correspond. Donc, quand un canal semi-circulaire ou plusieurs canaux semi-circulaires d'un côté ne fonctionnent pas, ça donne une information erronée au cerveau, comme si la tête tournait sans arrêt d'un côté ou de l'autre. Et à partir de là, le symptôme qui est associé, comme l'oreille est directement reliée au muscle des yeux, on va avoir ce qu'on appelle un nystagmus. Un nystagmus, c'est simplement un mot un peu scientifique pour dire mouvement spontané des yeux, ça a tendance à battre comme ça. Sur la prochaine diapo, vous allez avoir une vidéo qui montre un nystagmus, et donc on voit bien que c'est un mouvement qui a une dérive lente et un rattrapage. Et donc on parle de nystagmus droit si on a l'impression qu'il bat vers la droite, ou gauche s'il bat vers la gauche et droit s'il bat vers la droite. À côté de ces canaux semi-circulaires, on a une autre partie de l'oreille interne qui gère l'équilibre qui s'appelle les organes otolytiques. Les organes otolytiques, ils sont au nombre de deux. Un organe qui s'appelle l'utricule, qui est un petit sac qui est plutôt horizontal, et un organe qui s'appelle le sacule, qui est un petit sac qui est plutôt vertical. Ils permettent d'avoir toutes les notions de gravité, tout ce qui est d'intégrer les mouvements linéaires. Je vous ai dit, les canaux semi-circulaires, c'est vraiment les rotations de la tête, alors que ces organes-là vont permettre de nous donner des informations dans le plan horizontal pour l'utricule,
Donc c'est l'organe qui nous permet de savoir quand on est dans la voiture assis, d'avoir la sensation que la voiture avance ou que la voiture recule. Et dans le plan vertical pour le sac qui s'appelle le sacule, qui nous sert par exemple à savoir si on monte dans l'ascenseur ou si on descend dans l'ascenseur. Mais ça sert aussi à tout ce qui est contrôle du schéma postural, contrôle de la posture pour tenir bien droit, et tout ce qui est notion de verticalité, puisque l'oreille a un rôle prépondérant pour savoir que le mur est droit et que le mur n'est pas incliné, ou que j'ai la tête en haut et pas la tête en bas. À partir de ces parties de l'oreille interne, on peut du coup faire des explorations, puisque, comme je vous ai dit, les patients racontent tous j'ai des vertiges, et donc on a différentes techniques pour essayer d'approfondir un petit peu, de savoir à quoi sont dus ces vertiges. Avant de faire des tests particuliers, des tests pointus spécifiques, le plus important c'est toujours la clinique et l'interrogatoire du patient. En effet, dans 90% des cas, si on a bien interrogé le patient, on est totalement capable de savoir quel va être le diagnostic définitif. On peut faire des tests pour confirmer nos hypothèses, mais la majorité du temps, une fois qu'on a bien interrogé le patient, on sait très bien où on va, on sait très bien quel diagnostic on va donner au patient à la fin de la consultation. Et donc, l'examen clinique, il est très important, il permet d'aller dans le bon sens, et après on peut faire des explorations fonctionnelles qui permettent de voir comment fonctionnent les différentes parties de l'oreille. Et donc dans les tests spécifiques de l'exploration de l'oreille interne, donc on va pouvoir soit explorer la fonction de ces petites anses de tasse, les canaux semi-circulaires, avec deux principaux tests que je vais expliquer, ce qu'on appelle le Video Head Impulse Test, autrement appelé VHIT, et la vidéonystagmographie ou VNG. Et pour ce qui est des organes otolytiques, il y a deux principales explorations. Il y a ce qu'on appelle les potentiels évoqués otolytiques et ce qui est mesure de la verticale visuelle subjective, que je ne vais pas redétailler. C'est simplement, on met les gens dans le noir, on leur met une barre lumineuse devant eux et on leur demande si la barre est droite ou pas droite. Si jamais ils ont un problème de l'oreille, en fait, ils vont avoir l'impression que la barre est complètement inclinée sur la droite, alors qu'en fait, elle était bien verticale, ou vers la gauche, bien évidemment. Donc le Video Head Impulse Test, c'est le test vraiment le plus simple qu'on fait en consultation. Il n'y a pas besoin de très longtemps pour faire ce test, en quelques minutes c'est réalisé. L'idée c'est de filmer l'œil du patient pendant qu'on bouge la tête très rapidement. On voit sur la diapositive un des tests, une des marques de ce test, où en fait l'examinateur est derrière la tête du patient, demande au patient de regarder un point derrière la caméra qui filme et le mouvement de la tête et le mouvement de l'œil. On fait des mouvements très rapides de la tête, plus de 100 degrés par seconde, et on va les faire dans le plan des différents canaux semi-circulaires dont je parlais tout à l'heure. Et donc, quand on va faire des mouvements, ils sont expliqués juste en dessous. Quand on fait des mouvements en latéral, donc si je tourne la tête très rapidement du côté droit, ça va être le canal latéral droit, à gauche, le canal latéral gauche, et les deux canaux antérieurs et postérieurs étant comme ça, si je tourne la tête comme ça, je vais vers l'avant faire le canal antérieur gauche et vers l'arrière le canal postérieur droit et inversement. En fait, c'est en étant très précisément au niveau des mouvements de la tête et des plans de ces petites anses de tasse qu'on va voir si dans le plan de ces anses de tasse, ça permet de bien stabiliser l'œil lors des mouvements. C'est un test qui est assez récent puisqu'il date des débuts des années 2000. Auparavant, on faisait juste ça cliniquement, on bougeait la tête et on regardait si l'œil restait bien fixe. L'autre grand test pour les canaux semi-circulaires, c'est la vidéonystagmographie. Là, c'est un test très ancien qui date du début du XXe siècle et qui comporte en fait l'étude des mouvements des yeux. On met une caméra sur les yeux, on voit s'il y a des mouvements des yeux à droite, à gauche. L'étude des mouvements des yeux quand on fait suivre une cible visuelle ou quand on fait tourner un fauteuil. Et enfin, la partie la plus connue, qui est la partie où on va mettre de l'eau froide et de l'eau chaude dans les conduits de l'oreille, donc le conduit auditif externe. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit visuellement. Et en fait, quand on va mettre de l'eau froide dans l'oreille, ça va venir faire bouger le liquide du canal semi-circulaire latéral de cette oreille-là, dans un sens qui nous donne une impression qu'on va inhiber la fonction de celui-ci. Et quand on va mettre de l'eau chaude, ça va faire bouger dans l'autre sens le liquide, qui va donner une impression qu'on active ce canal. Et en fait, on fait l'eau froide dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche, l'eau chaude dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche, et on permet de comparer la réponse de l'oreille à la stimulation à l'eau chaude ou à l'eau froide, et du coup de savoir si les oreilles répondent normalement et symétriquement. Donc ça, c'était les explorations pour les canaux semi-circulaires. On a aussi des explorations pour les organes otolytiques. Et donc le principal test pour les organes otolytiques, c'est les potentiels évoqués otolytiques. Et en fait, le potentiel évoqué otolytique, il part du principe qu'on a découvert déjà il y a
un certain nombre de temps que quand on mettait un son très très fort, il y avait une réaction posturale qui se créait. Donc par exemple, vous êtes dans la rue, il y a un bruit de klaxon très très fort, vous avez tendance à vous éloigner du bruit. Et en fait, c'est pas que parce que vous avez peur du bruit, en fait, c'est parce que quand le bruit est très très fort, ça va venir stimuler les organes autolytiques, donc l'utricule et le sacule dont je parlais tout à l'heure. Et donc en fait, on se sert de cette réaction de l'oreille au son fort pour nous permettre de voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc quand on met du son très très fort dans une oreille, au niveau de l'utricule, la stimulation va entraîner une modification de la contraction des muscles autour des yeux. Donc on met des électrodes sous les yeux et on met du son très fort et on regarde comment la contraction musculaire est modifiée. Et pour ce qui est du sacule, donc le petit sac est plutôt vertical, on met du son très fort et en fait ça va venir modifier tous les muscles de la posture. Et donc le muscle, nous, on arrive à bien monitorer, donc pour mettre une électrode dessus et voir la modification de sa contraction, c'est ce muscle que l'on voit très bien là, qui est le muscle sternocléidomastoïdien. On le met en contraction en demandant au patient de tourner la tête, on lui met du son très fort et on voit la modification de la contraction. Et donc ça donne des courbes comme ce qui est montré sur la diapositive. Tout ça, ça nous permet de bien pouvoir avoir une idée de comment fonctionnent les canaux, de comment fonctionnent les organes autolytiques. Et après, pour les autres systèmes visuels ou somatosensoriels, c'est plutôt l'apanage des ophtalmologistes ou des neurologues qui vont permettre d'avoir des idées de comment on arrive à sentir ou pas la perception dans les gens. De plus, pour tout ce qui est intégration par le cerveau, là c'est également tout à fait le travail des neurologues qui peuvent faire des imageries, comme des scanners ou des IRM, que nous pouvons nous aussi demander si on a un doute à ce niveau-là. Pour terminer, je vais vous expliquer quelques grandes causes de vertige qui sont assez connues dans le langage courant et qui permettent d'avoir un peu une idée de ce que peuvent donner des problèmes de troubles d'équilibration. La première cause et la plus importante, c'est bien évidemment d'être sûr qu'il n'y a rien au niveau du cerveau. Mais si on reprend le schéma que je vous ai fait au début, où on voyait que vous aviez l'oreille interne, les yeux et le corps, donc la sensation tactile, qui vont donner les informations au cerveau qui va intégrer tout ça, déjà à partir de ce schéma, on peut se faire une idée des grandes causes de vertige. Donc tout ce qui est vestibule et donc oreille interne, c'est avec tous les troubles de l'oreille interne, c'est quand même jusqu'à 2/3 des vertiges aigus, toutes causes confondues. Donc c'est quand même pour ça que les ORL sont quand même en général en première ligne sur beaucoup de prises en charge de vertige. C'est tout ce qui va être trouble visuel, c'est tout ce qui va être trouble des membres inférieurs, mais aussi des muscles au niveau du cou, qui en fait vont donner ces problèmes somatosensoriels dont je vous ai parlé au début. Et après, ça va être tout ce qui va gêner au niveau du cerveau. Donc tout ce qui va être pathologie cérébrale et vasculaire, notamment l'accident vasculaire cérébraux, les saignements dans la tête ou les maladies chroniques. Tout ce qui est problème psychologique, puisqu'en fait, il peut se passer plein de symptômes sur des gros problèmes psychologiques et les gens peuvent vraiment avoir l'impression d'être instables, de tourner ou que la Terre tourne autour d'eux. Et il y a bien évidemment, comme dans beaucoup de maladies, un pan de cause qui est en fait les effets indésirables des traitements. Si on regarde les notices des médicaments, il y a quand même très souvent marqué vertige, même si c'est plus souvent vraiment à type d'instabilité que de grands vertiges qui tournent. Donc je vais revenir déjà sur la cause la plus grave et la première à éliminer quand il y a un vertige aigu, ça va être le problème neurologique, donc les problèmes au niveau du cerveau. Un vertige peut être révélateur d'un accident vasculaire cérébral. Et en fait, les accidents vasculaires cérébraux peuvent aller ça peut être 15 à 20% des causes de vertige aigu brutal. Donc ce n'est pas forcément isolé, il peut y avoir d'autres symptômes neurologiques, mais il faut être très vigilant. Un grand vertige aigu qui arrive très brutalement, jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident vasculaire cérébral, notamment si les gens ont d'autres facteurs de risque, de la tension, du diabète, du cholestérol. C'est vraiment une urgence et c'est vraiment la première chose qu'on doit avoir en tête quand on voit un vertigineux, c'est déjà être sûr que ce n'est pas un problème neurologique. Quand ce n'est pas un accident vasculaire cérébral aigu, ça peut être une autre cause neurologique, mais qui ont moins de caractère d'urgence. Ça peut être par exemple la sclérose en plaques, qui donne des plaques blanches réparties dans le cerveau, qui peuvent donner des symptômes au niveau des centres de l'équilibre dans le cerveau. Ça peut être la maladie de Parkinson, qui donne des tremblements et des difficultés à marcher. Mais ça peut aussi être des lésions, des tumeurs dans la tête, qui peuvent être bénignes ou malignes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer dans le cerveau, qui peuvent gêner les centres des vertiges et les relations entre les 3 centres de l'équilibre dont je vous ai parlé, les yeux, les oreilles et les pieds. La cause la plus fréquente de vertige, ça reste quand même les vertiges positionnels paroxystiques bénins. C'est l'histoire de petits cristaux qu'on vous avez déjà peut-être entendu, et c'est près de 40% des causes de vertige, toutes causes confondues.
à quoi ça correspond cette histoire de cristaux? En fait, les organes autolytiques dont je vous ai parlé qui sont dans un sac, donc il y a en fait une plaque verticale qui s'appelle le sacule et une plaque horizontale qui s'appelle l'utricule. Et en fait, ces plaques, elles sont recouvertes, donc c'est des petites cellules qui sont recouvertes d'une couche de gel, et au-dessus, il y a plein de petits cristaux. C'est des petits cristaux de carbonate de calcium. Et en fait, je vous rappelle, c'est ce qui nous sert à savoir si on monte et si on descend, et si on avance et si on recule. Et en fait, accroché à ce sac, il y a les 3 petites enzotasses, les canaux semi-circulaires. Et en fait, il arrive que les petits cristaux des plaques se décrochent. Et donc, si il y a des petits cristaux qui sont décrochés et libres dans le sac, si on fait le mauvais mouvement de tête au mauvais moment, on peut aller bloquer des petits cristaux dans l'enzotasse qui est à côté. Et à partir du moment où il y a des petits cristaux qui sont bloqués dans l'enzotasse qui est à côté, à chaque fois qu'on va faire un mouvement dans le plan de cette enzotasse, eh ben, on va faire bouger les petits cristaux et on va faire une stimulation anormale de l'oreille de ce côté-là. Donc ça va créer un grand vertige avec la pièce qui tourne, qui va durer typiquement moins d'1 minute, puisque c'est juste le mouvement du cristal une fois qu'on a bougé la tête. Et donc ça, c'est vraiment le plus banal, c'est vraiment le vertige le plus fréquent, le moins grave qu'on peut faire. Et par ordre de fréquence, c'est vraiment ça qu'on va retrouver le plus souvent en consultation. Et qu'est-ce que ça donne? Donc des vertiges brefs de moins d'1 minute liés au mouvement de la tête. Et typiquement, les patients racontent que c'est en se retournant dans le lit qu'ils ont des symptômes. Ça, c'est assez typique de ce problème. Comment ça se traite? C'est mécanique, il y a des petits cristaux qui sont bloqués dans une anse de tasse. Donc à partir du moment où il y a des petits cristaux qui sont bloqués dans une anse de tasse, le traitement c'est faire le mouvement inverse pour remettre les cristaux dans le sac. Donc c'est ce qu'on appelle des manœuvres, donc des manipulations qui sont des enchaînements de mouvements pour permettre de remettre en place les cristaux. Donc les manœuvres les plus connues, les noms qui sont les plus répandus, donc il y a la manœuvre de Semon, la manœuvre des plaies, la manœuvre de barbecue, en fonction de où est le petit cristal et comment il est placé, dans quelle oreille, on va faire un enchaînement de mouvements qui est nécessaire. Sachant qu'en fait, on peut aussi très bien se guérir tout seul, puisque on est dans le lit, on se retourne, on se relève, vous allez voir, je vais vous montrer une petite vidéo de ces manœuvres, on peut très bien, sans faire exprès, faire exactement la même chose, et du coup se guérir soi-même. En général, quand on diagnostique ça, en une seule manœuvre, on peut réussir à guérir jusqu'à 85% des patients. Parfois, il y a besoin de faire d'autres manœuvres qui sont soit refaites par l'ORL, soit faites par nos confrères kinésithérapeutes vestibulaires, qui sont en fait spécialisés dans l'équilibre et qui ont le même matériel à peu près que nous et peuvent refaire ces manœuvres en contrôlant ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, on garde une petite instabilité qui peut aussi nécessiter un peu de rééducation. Donc, sur la prochaine vidéo, donc là c'est une vidéo qui vous montre comment se déroule la manœuvre des plaies. Donc la manœuvre des plaies, c'est une des premières manœuvres qui a été décrite pour les petits cristaux qui sont bloqués dans les canaux postérieurs. On tourne la tête du patient, on l'allonge et on fait un enchaînement de mouvements qui en fait, on voit sur l'animation, remet les petits cristaux qui étaient coincés dans le canal, dans le sac. Une autre manœuvre, qui est une manœuvre plutôt décrite par les Français, c'est la manœuvre de Semon, qui en fait part du même principe. En fait, le patient est en face de nous, on lui tourne la tête, on allonge sur le côté, on attend que les petits cristaux tombent au plus bas du canal, et après, rapidement, hop, on le bascule complètement de l'autre côté pour que les cristaux continuent le trajet dans le même sens dans le canal et repartent dans le sac. Donc ça se fait en consultation, c'est pas dangereux, même si les gens ont des problèmes de cou, des choses comme ça. On n'a pas besoin de faire ça de manière très brutale, il suffit juste d'être dans le bon plan pour avoir le bon mouvement et faire bouger les petits cristaux. Une autre cause très, très fréquente, c'est en fait la cause de vertige la plus typique, c'est ce qu'on appelle la névrite vestibulaire. C'est en fait une atteinte virale du nerf de l'équilibre qui va en fait faire diminuer tout ou une partie de la fonction de l'équilibre de cette oreille. À partir de là, ça va donner un très très grand vertige rotatoire, puisque brutalement, il n'y a plus d'information de l'équilibre qui vient d'une oreille, et donc le cerveau, il a constamment l'impression qu'en fait, on stimule l'oreille de l'autre côté, comme si on faisait des toupies, des toupies, des toupies. Et donc comme le cerveau a l'impression qu'on fait des toupies et qu'on ne s'arrête jamais, et il y a ce nystagmus dont je parlais au début, donc il y a un mouvement des yeux qui donne une impression que la pièce tourne autour de nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui tournons, mais le corps a l'impression qu'on fait la toupie, donc en fait, il donne l'impression que c'est la pièce qui tourne autour de nous. Et c'est en général associé à des nausées et des vomissements importants parce que le cerveau ne comprend rien, pourquoi tout d'un coup on fait la toupie sans arrêt. Et en fait, une fois que le cerveau commence à comprendre un peu ce qui se passe, on reste assez instable, on tangue, on a un peu du mal à marcher et ça peut durer pendant plusieurs semaines. Le traitement, c'est au départ des traitements pour diminuer les symptômes, diminuer la sensation de vertige et diminuer les vomissements qui sont associés. Mais après, le principal traitement, ça va être de bouger, de marcher. Et donc à partir de là,
nos confrères kinésithérapeutes sont vraiment en première ligne parce qu'ils vont guider le patient, lui réapprendre à bouger rapidement la tête, à marcher, à faire différents exercices pour que le cerveau, le plus rapidement possible, comprenne ce qui se passe et permette de restaurer un bon équilibre global. À partir de là, nous, on va voir si l'oreille récupère ou si c'est juste le cerveau qui s'est adapté. Dans 50% des cas, l'oreille récupère totalement. Tous les tests qu'on peut faire dans les mois qui suivent sont strictement normaux. Et dans les autres cas, il reste des petites cicatrices sur nos tests, mais quoi qu'il arrive, les patients récupèrent leur équilibre. Ils ne restent pas instables avec l'impression de faire la toupie de manière permanente pendant des heures. Une autre pathologie que vous avez probablement déjà entendu parler, c'est la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est typiquement des problèmes vraiment au niveau du sac de l'oreille interne. C'est-à-dire que je vous ai dit que c'était un même sac dans la cavité osseuse qui était rempli d'un liquide. Et normalement, la quantité de liquide dans ce sac, elle est bien stable. Et en fait, il y a des gens qui vont avoir une maladie qui fait qu'il y a des fluctuations de la quantité des liquides. Et donc, quand il y a trop de liquide de manière brutale dans l'oreille, ça va venir appuyer sur toutes les structures de l'équilibre dont je vous ai parlé, et ça va les stimuler de manière anormale. Et donc, ça va donner des crises de vertige qui durent plusieurs heures typiquement, et en général, il y a et des signes de vertige et des signes d'audition, puisque comme c'est le même liquide et que c'est en fait le même organe, eh ben, on a des crises où ça tourne, et en même temps, on a l'impression de ne pas entendre une oreille ou d'avoir des acouphènes dans une oreille. Donc c'est une maladie qui est assez fluctuante, il y a des périodes où il y a des crises, des périodes où il n'y a pas de crise. Et en fait, la prise en charge, c'est de trouver les bons traitements pour permettre de calmer ces fluctuations d'oreille et que la quantité de liquide reste le plus stable possible et éviter que ça crée des crises de vertige. Et le pendant de cette maladie, c'est que c'est fortement aggravé par tout ce qui est troubles anxieux, troubles dépressifs, dès qu'on a un gros problème dans la famille. Typiquement, c'est des patients qui vont plutôt bien, et puis d'un coup, il y a un décès dans la famille, il y a un gros stress professionnel, et ça redéclenche des crises, et ça refluctue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des récepteurs à toutes les hormones de stress et de dépression au niveau du sac de l'oreille qui va venir gêner les échanges de liquide. Et si on a cette fragilité, ben, ça va redéclencher des crises. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la prise en charge. Quand on n'y arrive pas avec les médicaments, on peut aller jusqu'à faire des injections dans l'oreille, voire même faire des chirurgies d'oreille, mais ça devient vraiment de plus en plus exceptionnel de nos jours. Et enfin, une dernière cause qui est la migraine vestibulaire. La migraine vestibulaire, c'est en fait une forme de migraine qui s'associe à des vertiges. C'est assez controversé en France, mais dans beaucoup de pays, c'est de plus en plus reconnu. Et vraiment, quand on fait du vertige de manière quotidienne, comme je le réalise, on voit beaucoup de patients qui en fait font des crises de migraine auxquelles sont associés des vertiges. En fait, ils ont et le mal de tête et les vertiges associés à la gêne à la lumière, la gêne au bruit, qui dure 2-3 jours en général. Et donc ça se traite exactement comme les migraines. Et là, c'est vraiment une collaboration avec nos confrères neurologues qui sont plus spécialisés des migraines que nous, pour essayer de trouver le bon traitement et de donner les bons conseils aux patients, d'éviter les nuits blanches, d'éviter de prendre trop de café ou d'éviter le surmenage pour éviter qu'il y ait ces migraines et que du coup, ça devienne des crises qui sont invalidantes pour sa vie quotidienne. Donc, en conclusion, l'équilibre, c'est vraiment un sens qui est assez méconnu, puisque quand tout fonctionne bien, on a l'impression que c'est normal de savoir comment on bouge, c'est normal de tenir debout, et que c'est normal de pouvoir lire en marchant ou de pouvoir courir dans le parc. Mais c'est une physiologie qui est très très complexe, et dès qu'il y a un des organes de l'équilibre qui ne fonctionne pas, ça va venir mettre un bazar énorme, et donc du coup des énormes symptômes qui peuvent devenir vraiment très invalidants pour les patients. Et les causes sont vraiment très multiples. Même si l'ORL est la part de cause qui est vraiment la plus importante, il ne faut jamais oublier les problèmes neurologiques qui sont plus graves que les problèmes ORL et ne pas oublier qu'il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent causer des vertiges. Et donc, c'est vraiment une prise en charge qui est assez commune avec les différentes spécialités et qui va encore progresser dans les années qui vont venir avec énormément de choses qu'on ne comprend pas encore sur l'oreille interne et qui vont vraiment permettre d'améliorer la prise en charge des patients et la connaissance de cet organe très compliqué qu'est l'oreille interne et le système d'équilibration. Merci de votre attention.